Hello les amis, c'est Marie de Trouver la bonne personne. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment je me suis réconciliée avec l'amour. Donc c'est un sujet qui n'est pas forcément facile pour moi, mais en même temps, je pense que c'est important de vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce métier, pourquoi j'ai choisi de me lancer dans le coaching amoureux. Donc je vais partir de mon enfance, mes blessures passées. À ce moment-là, j'étais vraiment en guerre avec l'amour, jusqu'à ma réconciliation avec ce sentiment. Donc si on remonte à mon enfance, donc à 2 générations, on peut dire que j'ai pas eu un schéma familial forcément bercé dans l'amour. Mes 2 grands-pères, que ce soit du côté maternel et paternel, ils étaient du type alcoolique, infidèle, violent, ce genre de choses, le top quoi. Et à côté du coup, on avait mes grands-mères qui attendaient sagement le mari à la maison avec les enfants, tandis que eux allaient faire leur vie de leur côté sans soucier d'elles. Donc j'ai ma grand-mère du côté maternel. Je sais qu'elle a aimé mon grand-père toute sa vie. Elle a eu qu'un seul amour. Et alors qu'il avait des maîtresses, il rentrait ivre le soir. Voilà, elle était totalement délaissée, mais malgré ça, elle en était dingue. Mais dingue. On peut dire que c'est vraiment une vie dédiée à un amour impossible. Et du côté de mon père, donc j'ai eu ma grand-mère qui avait un mari violent, alcoolique. D'ailleurs, elle en a souffert pendant très longtemps, après la séparation aussi. Ça a été très dur pour elle de vivre sa vie par la suite. Ensuite, mes parents, on peut dire qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont divorcé quand je suis partie sur Paris, je devais avoir 19 ans. Moi, je l'ai vécu comme un soulagement, contrairement à mon frère. Pour lui, c'était plus difficile. Moi, je l'ai vécu comme un soulagement parce qu'ils se parlaient pas et je savais très bien qu'ils étaient malheureux, en fait. J'ai jamais vu d'amour entre eux, je les ai jamais vus s'embrasser, se tenir la main, aucun geste d'affection, en fait. C'était une équipe, en fait, c'était des partenaires qui avaient... On peut dire que c'était des partenaires, ouais. Ils avaient décidé de faire des projets à 2. Mais la dimension sentimentale, elle était pas là du tout. Ma mère, elle a été obligée de se marier, en fait, quand elle était enceinte de moi. Elle était obligée parce que... Voilà, c'est sa mère, ma grand-mère, qui l'a obligée parce qu'elle était assez croyante. Et elle avait peur aussi du jugement des autres, le fait d'être enceinte sans être mariée. Donc elle était assez jeune et après elle a eu mon frère dans la foulée. Et du coup, je me souviens que ma mère m'a dit un jour, il y a quelques années, en fait, moi, quand j'avais ton âge, voilà, j'avais 26 ans à ce moment-là, elle m'a dit, mais moi, quand j'avais 26 ans, je me souviens que je me suis dit que j'avais déjà tout, en fait. J'avais déjà la maison, j'avais déjà le mari, j'avais déjà 2 enfants. J'avais la vie parfaite, en fait, mais je me sentais très, très triste parce que tout était derrière moi, j'avais plus rien devant. J'envisageais plus de futur, j'avais plus de projet, j'avais déjà tout. Ma mère, pour parler d'elle, on peut dire que c'est quelqu'un qui a du mal à montrer ses sentiments. C'est quelque chose qu'elle refuse. Je pense que pour elle, montrer ses sentiments, c'est comme si elle se montrait faible. Mais elle m'a expliqué pourquoi, je le sais. Moi, je dirais que ma mère, c'est la génération du sacrifice. Elle faisait tout à la maison, elle s'occupait des enfants, des tâches ménagères. Elle les appelait ingrates, les tâches ménagères ingrates, je me souviens. Et elle avait un travail, elle travaillait de nuit, donc elle avait des horaires compliqués. Donc on était assez souvent chez la nounou et elle jonglait vraiment entre tout ça et c'était très difficile pour elle. Et ma mère a toujours eu un grand besoin de garder le contrôle, car notamment quand on était enfant, parce qu'elle pensait que mon père, il ferait pas tout ça, ou il le ferait mal. Donc c'est toujours elle qui faisait tout. Tout en espérant qu'il l'aide au final, mais dès qu'il voulait l'aider, elle refusait parce qu'elle disait qu'il le faisait mal. Alors j'ai vu ma mère toute mon enfance vraiment se battre pour mon frère et moi. Elle essayait de jouer le rôle du père et de la mère en même temps, donc elle s'oubliait, elle prenait très peu soin d'elle. Elle prend beaucoup plus soin d'elle maintenant. Et elle disait tout le temps qu'elle avait aucune reconnaissance de la part de personne pour tous les efforts qu'elle faisait. Elle avait l'impression que plus elle donnait,
plus elle était censée avoir de reconnaissance, d'amour, ouais, vraiment de la reconnaissance, c'est ce qu'elle disait. Et du coup, elle donnait toujours plus. Au final, elle était souvent énervée et triste parce elle recevait rien à côté. Ma mère, je la remercierai jamais assez pour tout ce qu'elle a fait et tout ce qu'elle continue de faire pour mon frère et moi. Et pour tout le monde autour d'elle, en fait. C'est vraiment un cœur énorme. Elle donne tout le temps à tout le monde, elle donne de son temps, elle donne d'elle-même. Elle sait toujours être présente, disponible, elle écoute pour tout le monde. Elle est infirmière dans le village où elle vit, donc elle est vraiment tout le temps à l'écoute de tout le monde et c'est quelque chose qu'elle aime beaucoup faire. Et elle a toujours cette volonté, un peu comme ma grand-mère, de réunir tout le monde entre eux, de réunir les gens. Et à un moment donné, je me souviens qu'on l'appelait mythique, parce qu'elle aimait bien former des couples, voir les gens se réunir en fait. C'est un peu ça. Je continue à parler de ma mère parce que c'est important, parce que généralement la mère c'est ce qui fait ce qu'on est aussi, en grande partie, notamment quand on n'a pas eu un père très présent à la maison. Donc ma mère c'est quelqu'un de très joyeux, elle montre jamais quand quelque chose lui va pas. Elle fait toujours passer les autres avant elle. Donc elle se fait toujours passer en dernier et elle trouve ça normal. Elle a toujours le sourire malgré les difficultés, malgré la peur, malgré la douleur. Elle a toujours cherché à nous protéger. Moi, je vois un peu ça parfois comme de la survie. Elle a toujours fait ce qu'elle a pu dans notre enfance. Au sein de ma famille, donc à 4, on communiquait peu, on parlait pas de notre ressenti, on ne montrait pas ses émotions. Tout du moins, c'est le souvenir que j'en ai, peut-être que c'est biaisé maintenant, mais moi, au final, j'ai appris à toujours sourire comme elle. C'était un peu un miroir. Toujours sourire, à m'arrêter de pleurer rapidement parce que j'avais pas de raison de pleurer, à reprendre le contrôle de mes émotions très vite. Donc j'ai grandi dans un environnement de confort parce que ma mère, elle continuait toujours à se sacrifier pour qu'on vive le mieux, pour qu'on ait tout disponible, mon frère et moi, pour être heureux, pour réussir. Donc c'était vraiment un confort, mais par contre, il y avait, selon moi, une grande insécurité affective. Bon, après, vous me direz comme beaucoup de gens, moi je dirais même comme pour la majorité des gens au final, qui sont victimes de cette génération du sacrifice, on a l'impression d'avoir manqué d'amour, et puis c'est facile aussi, c'est sûr, de se déresponsabiliser, en disant qu'on n'a pas reçu d'amour, et c'est ça aussi qui fait qu'on a du mal parfois à avancer dans la vie. Après, on fait le choix de s'en sortir ou pas. Dans tous les cas, moi j'ai aucun reproche à faire à ma mère car elle a vraiment fait ce qu'elle a pu, elle a été une super maman. J'en serais pas là aujourd'hui sans elle, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que du coup, pour moi, l'amour c'était de l'ordre du sacrifice. Avec du recul, je peux dire que mon cerveau, il a vraiment ancré des pensées en moi qui m'ont influencé plusieurs années de ma vie par la suite. Donc je dis vraiment avec du recul parce qu'à ce moment-là, je n'en avais pas conscience, bien sûr. C'est en y ayant réfléchi que je peux vous dire tout ça, en fait. Donc du coup, j'avais comme pensée inconsciente, par exemple, que je dois donner beaucoup dans ma vie pour pouvoir recevoir un peu d'amour. Je dois tout faire parfaitement, je dois être parfaite pour recevoir de l'amour. Et alors, la vision des hommes, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Les hommes, c'est tous des lâches, c'est des égoïstes. Je dois me méfier, je dois pas m'engager, surtout pas me marier, avoir des enfants, etc. Je dois m'assurer de garder le contrôle tout le temps. Et du coup, moi, j'ai créé un mécanisme de défense autour de moi, pour moi, du coup, de fuite, en fait. De fuite de l'homme et de grande méfiance. Comme j'expliquais dans mon premier podcast, donc ma métamorphose avec les hommes, quand je suis rentrée au collège, j'ai fait un régime, j'ai perdu 10 kilos. Et à partir de ce moment-là, mon seul objectif, c'était de plaire aux garçons, à tout prix en fait. C'était devenu obsessionnel. Je voulais absolument plaire au plus grand nombre, mais en même temps, je devais jamais me montrer vulnérable. Donc au final, je montrais pas vraiment qui j'étais, je parlais pas trop de moi, etc. Je gardais le contrôle. C'est moi qui devais être à l'origine de la rupture, c'est moi qui devais prendre les décisions, car sinon, je perdais le pouvoir, en fait. Quand j'ai ressenti mes premiers sentiments d'amour, donc j'avais la sensation de perdre le contrôle, effectivement, de devenir faible, ça fait bizarre. J'étais déstabilisée et j'ai l'impression de me perdre moi-même, en fait. C'était assez fou. Et pendant des années, j'avais très peur de l'engagement.
Mais c'est bizarre parce que c'est comme si j'avais une sorte de dualité en moi. Donc j'avais une partie de moi-même qui avait envie d'une histoire sérieuse, de projet, de famille. Mais alors j'en avais une autre qui avait très 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 envie de fuir à l'autre bout du monde, qui avait envie de faire passer ses ambitions professionnelles, ses activités avant le reste en fait. Et du coup je continuais à avoir des relations peu sérieuses où dès que ça devenait assez sérieux, je fuyais l'engagement ou alors je faisais en sorte d'attirer des personnes qui étaient des frileux de l'engagement tout simplement. Donc pendant des années j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup déménagé. J'ai fait pas mal de stages un peu à droite à gauche dans différents pays. J'ai vraiment adoré cette vie de liberté, c'est pas du tout une perte ou quelque chose de douloureux ou négatif pour moi. Et d'ailleurs, je suis toujours très attachée à cette valeur de liberté. C'est une valeur très importante pour moi encore aujourd'hui et je pense elle sera toute ma vie. La liberté, c'est très important. C'est juste que je vois la liberté comme autre chose aujourd'hui. Autrefois, vraiment, avant, pour moi, la liberté, c'est au final une sorte de fuite, une recherche de quelque chose de mieux ailleurs. J'avais toujours l'impression que j'allais trouver mieux ailleurs. Parce qu'en fait, la stabilité, le fait de me poser, ça me faisait peur. J'avais des amis qui commençaient à acheter des maisons, à avoir des enfants, et moi, ça m'angoissait en fait. J'avais ce sentiment de peur, de colère et presque limite de dégoût. Quand je voyais l'amour qu'on pouvait donner à un enfant, par exemple, ou la priorité qu'on pouvait donner à un couple, j'avais envie de fuir parce que pour moi, c'était pas possible. On pouvait pas faire ça. C'était prendre trop de risques de se brûler les ailes, en fait. Moi, j'étais incapable de me projeter. Et d'un autre côté, j'en souffrais beaucoup. Je me demandais si j'avais pas un problème, si j'avais vraiment l'impression de pas avoir du tout les mêmes envies que la plupart des gens. J'avais l'impression d'être bizarre. Je souffrais beaucoup au final de ça, de pas pouvoir m'engager dans mes relations, car je sentais une grande solitude. Cette fuite perpétuelle de l'amour, elle avait fini par m'épuiser au final. J'étais loin de ma famille, je vivais dans une grande ville, j'avais plein d'activités, je faisais tout le temps, plein de choses tous les jours, mais j'avais peu de vraies attaches. Dès que j'avais une relation même amicale qui commençait à se concrétiser, à devenir quelque chose de vraiment durable, en quelque sorte, je fuyais, c'est bizarre. Au moindre problème, au moindre conflit, en fait, ou même dès que ça devenait sérieux, dès qu'il y avait une petite difficulté ou que je sortais un peu de ma zone de confort, je fuyais cette relation, je passais à une autre. Donc tout ça pour vous dire que à partir du moment où j'ai découvert le développement personnel et que j'ai commencé à travailler sur moi pour mieux me connaître, pour m'apprivoiser, pour apprendre à m'aimer, donc c'était maintenant il y a pas mal d'années, 6-7 ans peut-être, je me suis rendu compte à ce moment-là que pour moi, je me suis rendu compte de tout ça, de tout ce que je vous ai dit avec du recul, et je me suis rendu compte que l'amour c'était un concept distant. Pour moi, l'amour, c'était quelque chose qui limite ne se prononçait pas à cette époque-là. Mais c'était inconscient, hein, tout ce que je vous dis, c'est vraiment avec du recul. Hein. J'ai appris à m'aimer, à me dire que je m'aimais en me regardant dans la glace. C'est vraiment pas facile au début. J'ai appris à me considérer avec bienveillance. C'était pas du tout naturel, j'insiste là-dessus, c'était pas du tout facile. J'ai pris des claques, j'ai eu l'impression de me battre contre moi-même, contre des fantômes au-dessus de ma tête, des mauvais esprits qui me disaient « Laisse tomber, l'amour c'est pas pour toi, c'est pour les autres, l'amour c'est pour tes amis, l'amour c'est pour les couples que tu vois dans la rue, mais toi tu n'y as pas le droit. » En fait, j'ai été remuer un peu toute la poussière qu'il y avait en moi, toute cette fuite qui s'était accumulée à pas vouloir voir la vérité en face, c'était que je faisais la guerre contre l'amour en fait, contre moi-même. Et vraiment, le tremplin, il y a vraiment une personne dans ma vie qui a vraiment tout bouleversé par rapport à ça. C'est ma meilleure amie, je parle souvent d'elle, parce que elle m'a vraiment aidée à changer ma vie. C'est la première à m'avoir dit qu'elle m'aimait. C'est la première avant ma famille, avant mes parents, avant tout le monde. Pour moi, c'est la première qui me l'a dit vraiment, sincèrement, qui me l'a dit avec des mots clairs, transparents, sans tourner autour du pot, etc. Et du coup, quand elle m'a dit ça, mon premier réflexe, j'ai eu une envie de fuir en voyant tous ces cœurs envoyés sur WhatsApp. Parce que pour elle, c'était plutôt naturel, c'était plutôt facile.
ah ouais, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Pourquoi on m'envoie ça? Même une amie, c'est bizarre de dire qu'on s'aime, etc. Parce que voilà, pour moi, je vivais ma vie sans me poser de questions, et voilà. Et, et du coup, j'ai eu ce deuxième réflexe, heureusement, après, de me dire, waouh, mais Marie, en fait, t'as de la chance. C'est pas vraiment de la chance, mais c'est enfin, t'es en train d'être dans une phase de changement. T'es en train de changer quelque chose en toi, t'es en train de te mettre dans une énergie d'amour. Donc profite et nourris cet amour et en fait remercie cette personne qui t'a aidé et qui voilà, c'est le début. Toi aussi t'es capable de lui répondre, toi aussi t'es capable de vivre dans l'amour avec d'autres personnes en fait. Donc j'ai accepté cette dynamique petit à petit et aujourd'hui c'est vraiment devenu mon credo. Tous les jours, je me rappelle à quel point c'est important de vivre dans l'amour et c'est devenu totalement naturel. Et je sais aujourd'hui que je dirais souvent à mes enfants que je les aime. D'ailleurs, j'ai commencé avec mon chat. Je lui dis très souvent que je l'aime. Je ressens de la gratitude tous les jours pour cette énergie d'amour qui m'anime, qui fait que, ben voilà, aujourd'hui j'ai décidé de faire ce que je fais, j'ai décidé d'aider d'autres personnes qui ont cette problématique, qui sont un peu dans une dynamique de faire la guerre à l'amour, tout du moins une partie, hein, c'est inconscient. Et du coup, de pas avancer et de pas réussir à attirer la bonne personne et de pas vivre dans l'amour. Et ça, je sais que ça fait beaucoup souffrir parce qu'il y a une autre partie qu'on a très très envie. Donc je sais que se réconcilier avec l'amour, ça change une vie. Et on peut pas laisser nos blessures passer, nous gâcher notre vie, c'est pas possible. L'amour, c'est une émotion magnifique. C'est une émotion noble, c'est une émotion puissante. Donc il y a pas à avoir honte, il y a pas à le cacher. Et parfois, voilà, on aimerait parfois ne pas ressentir autant d'amour, on aimerait ne pas être amoureux parce que ça nous fait souffrir dans certaines relations. Mais si on se concentre sur uniquement cette émotion, c'est une émotion vraiment magnifique. Donc si on est capable de produire, de vivre autant dans l'amour à la base, c'est vraiment beau et d'où l'intérêt pour moi d'être conciliant avec soi-même et d'être heureux de pouvoir se sentir vivant, de pouvoir ressentir autant d'amour. Donc pour moi au contraire, l'amour c'est à célébrer, c'est à partager chaque jour. L'amour ça se donne pas, ça se reçoit pas. Non. L'amour, ça se vit car ça fait partie de nous depuis la naissance. C'est juste que parfois, on l'enfuit parce qu'on a peur de nos émotions. On a peur de perdre le contrôle, on a peur que ça nous fasse défaut. Mais on peut choisir de le faire vibrer à nouveau en nous et c'est comme ça qu'on va pouvoir mieux vivre en fait, qu'on va pouvoir, si on est en accord avec ça et si on le fait en conscience, on est beaucoup plus heureux en fait. Donc merci, sentiment d'amour, merci de nous faire sentir vivants. Merci. Merci d'avoir écouté mon histoire. N'hésitez pas à m'écrire un commentaire, à me dire si ce témoignage vous a parlé. De mon côté, je vous envoie plein d'amour. Donc à bientôt pour d'autres histoires et prenez soin de vous. Je vous aime fort.